Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062, dernière capsule dans le cadre de ce cours pour ceux qui mettraient fin à leur parcours avec moi avec cette capsule. Eh bien, je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite. Aujourd'hui, on parle des écosystèmes. Donc, pour comprendre ce qu'est un écosystème, il faut d'abord en comprendre la définition. Donc, la définition, c'est quoi? C'est une communauté d'organismes vivants qui interagissent les uns avec les autres et avec les éléments non vivants d'un milieu. Donc, à ce moment-là, on va intégrer, contrairement à ce qu'on avait fait au dernier chapitre, puis vous vous souvenez que j'avais parlé un petit peu des écosystèmes dans le dernier chapitre, dans la dernière vidéo, mais cette fois-ci, on va vraiment intégrer les éléments qui sont non vivants à l'intérieur du milieu. Ces éléments non vivants-là, il faut falloir les rendre vivants, ou du moins, il faut falloir les rendre accessibles pour les êtres vivants. Et ceux qui vont nous permettre de faire ça, ce sont les végétaux, qui sont en fait les producteurs. J'ai mis ici un arbre, mais il faut comprendre que je vais donner des exemples, ce ne sont pas les seuls exemples possibles. Donc, quand on parle de producteurs, on peut aussi bien parler d'un arbre immense, d'un grand séquoia, comme on peut aussi parler de phytoplancton qui est tout petit et qui vit dans la mer. Donc, c'est vraiment une grande variété de végétaux que je vais pouvoir utiliser comme exemple pour parler de mes producteurs. Mes producteurs vont donc utiliser l'énergie du soleil pour transformer la matière inorganique en matière organique et donc pouvoir créer par exemple des sucres qu'on va pouvoir absorber et qu'on va pouvoir utiliser comme énergie vitale, comme carburant pour pouvoir fonctionner dans notre vie de tous les jours. Consommateurs de premier ordre, on peut évidemment parler à tous les animaux qui sont herbivores. Donc ici, j'ai mis des exemples d'insectes, mais je pourrais aussi bien parler de bisons, je pourrais parler d'éléphants ou je pourrais parler de zèbres. Donc, ces éléments-là, c'est ceux qui vont se nourrir directement des producteurs. Évidemment, eux vont se faire manger. Et à ce moment-là, on va parler du consommateur de deuxième ordre, qui est en fait le carnivore qui va s'alimenter de l'herbivore, celui qui va manger l'herbivore. Donc, dans ce cas-ci, on parlait d'oiseaux qui mangeaient les insectes, mais je peux aussi bien parler du lion qui va manger le zèbre. Finalement, on a le consommateur de troisième ordre qui va se nourrir du consommateur de deuxième ordre. Okay? Donc là, évidemment, on peut parler du chat qui se nourrit de l'oiseau, mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs exemples. Ce n'est qu'un seul exemple que je vous ai donné ici. Ce qu'on sait, c'est que toute cette belle ribambelle d'êtres vivants vont tous finir également morts. Donc, c'est un peu drastique comment je le dis, mais tous ces animaux-là vont mourir. Et les végétaux, c'est la même chose. Et au moment où est-ce qu'ils vont mourir, pour que je puisse avoir une matière inorganique de disponible pour mes producteurs, eh bien, ça va me prendre un dernier niveau trophique qui va être les décomposeurs. Les décomposeurs, leur rôle, ça va être d'absorber l'ensemble de la matière de chacun de mes niveaux trophiques et donc de les transformer par la suite pour ramener ça en matière inorganique pour pouvoir les rendre accessibles pour mes végétaux et recommencer le grand cercle de la vie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les relations trophiques. Donc, dans le fond, les différents niveaux trophiques, on les a vus. Et les relations trophiques, c'est les relations que vont avoir chaque niveau les uns avec les autres. Laissez-moi revenir une seconde sur mes producteurs qui ont un rôle tellement important. Donc, les producteurs, leur rôle, comme je l'ai dit, c'est de transformer la matière inorganique en matière organique pour la rendre disponible pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il y a 4 facteurs qui vont lui permettre de faire ça. La première chose, c'est la quantité de lumière. Donc, évidemment, on peut penser à une éruption volcanique qui créerait un grand nuage ou à une météorite qui tomberait et qui créerait un grand nuage et qui priverait les plantes de l'énergie du soleil. Mais on peut aussi penser à quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, si on avait, par exemple, un lac dans lequel il y avait un déversement de matière en suspension, juste ça, ça permet plus au soleil de rentrer à l'intérieur du lac et donc les algues qui sont dans le fond du lac vont avoir plus de difficultés à faire leur rôle de production.
On peut parler aussi de la quantité d'eau disponible. Bien évidemment, en période de sécheresse, quand le gazon devient plus croustillant sous nos pieds, mais à ce moment-là, on peut se douter que son rôle de photosynthèse est beaucoup plus difficile à faire. On peut parler de l'accès aux nutriments. Donc, si on fait de la monoculture, autrement dit, si on fait de l'agriculture où est-ce qu'on fait pousser seulement un type de plante année après année, après année, après année, eh bien, évidemment, ça va siphonner l'ensemble des nutriments et des sels minéraux du sol et ça devient plus difficile pour la plante de survivre. Et finalement, on peut évidemment parler de la température. C'est sûr qu'en hiver et en été, c'est pas la même chose. Tout ça pour dire que le rôle principal de nos producteurs, c'est vraiment d'aller chercher la matière inorganique, les nutriments du sol et la rendre disponible pour tout le reste de la chaîne alimentaire sous forme de matière organique. Et parlons-en de cette matière organique. Donc, cette matière-là, comment elle va fonctionner? Eh bien, d'un niveau à l'autre, je vais pouvoir la passer. Autrement dit, les insectes qui vont pouvoir s'alimenter de l'arbre vont pouvoir acquérir les éléments nutritifs essentiels à leur survie. Et donc, je vais avoir un flux de matière qui va se faire du du bas de la chaîne alimentaire, autrement dit des végétaux, jusqu'au haut de la chaîne alimentaire, qui est le consommateur de troisième ou quatrième ordre. Donc, à ce moment-là, je vais avoir un flux de matière qui va se faire en ce sens-là et toute la matière organique va ensuite être envoyée au décomposeur pour pouvoir la retourner en matière inorganique, dis-je. Donc, pouvoir recycler les éléments nutritifs et les retourner au sol pour qu'ils puissent par la suite revenir à nos végétaux. Donc, c'est un peu le principe du flux de la matière. Donc, je vais pouvoir avoir un recyclage au niveau de la matière qui va être essentiel en fait pour le reste des choses. Au niveau du flux énergétique, c'est un peu différent. Donc, je ne pourrais pas avoir un recyclage de l'énergie. Donc, toute mon énergie me vient du soleil, évidemment, et les producteurs vont utiliser cette énergie-là pour la transformer en énergie que nous, on va pouvoir utiliser plus particulièrement sous forme de sucre, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque passage d'un niveau à l'autre, c'est seulement 10% qui est transféré. Pourquoi? Parce que le but de l'arbre, c'est pas seulement de produire des fruits. Donc, mon arbre, oui, il va produire des fruits et oui, il va produire de la nourriture pour les niveaux trophiques suivants, mais il va aussi grandir. Il va produire des feuilles à chaque année qui vont tomber. Donc, il y a toujours une perte qui est associée au niveau de chaque niveau trophique. C'est la même chose au niveau des insectes. Les insectes vont se déplacer. Ils vont sauter, ils vont se promener, ils vont se reproduire, ils vont grandir, ils vont avoir à muer pour pour pouvoir grandir encore plus parce qu'ils ont des exosquelettes. Tout ça, c'est une perte d'énergie associée. Et là, je pourrais le faire pour chaque niveau trophique. Donc, globalement, si nous, on se nourrit des derniers niveaux trophiques, autrement dit, si on se nourrit des consommateurs de troisième ou quatrième ordre, ce que ça veut dire, c'est que ça va avoir coûté très cher à mon système au niveau énergie. Parce que à chaque fois, j'ai perdu 90% de mon énergie. Donc, vous vous doutez que le chaton, si on se nourrit du chaton, eh bien, ça va y avoir pris beaucoup d'oiseaux. Et l'oiseau, ça va y avoir pris beaucoup plus d'insectes. Et l'insecte, ça va y avoir pris beaucoup de végétaux. Donc, globalement, notre production végétale qui est associée au chat est beaucoup plus grande que si on mangeait directement le végétal. Et c'est la raison pourquoi on va avoir tendance à privilégier la consommation végétale plutôt que la consommation animale, pour éviter que ça coûte cher à notre système. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun recyclage d'énergie. Donc, j'ai aucun micro-organisme qui va me permettre, ou de végétaux, ou de peu importe, aucun être vivant qui va me permettre de récupérer l'énergie perdue pour la retourner à mon système. C'est toujours notre énergie qui nous vient du soleil et qui va se perdre à chaque niveau à cause de la vie de chacun de ces êtres vivants-là. Évidemment, l'ensemble de nos écosystèmes et donc l'ensemble de cette vie-là qui est constituée à l'intérieur des écosystèmes est influencé par des perturbations. Et des perturbations, je peux en avoir
de deux types, les perturbations qui nous viennent de l'humain, donc de nous, et les perturbations qui nous viennent de causes naturelles. Commençons par les causes naturelles parce qu'elles sont plus faciles à analyser. En fait, les causes naturelles, ça peut être tout ce qui va détruire un environnement mais qui n'est pas causé par l'homme. Donc, on peut parler évidemment des ouragans, des sécheresses, des feux de forêt, des éruptions volcaniques, invasion d'insectes, l'apparition d'un virus ou d'une maladie, l'apparition d'une nouvelle espèce, parce que oui aussi, ça peut arriver qu'une espèce se fasse carrément écraser par une nouvelle espèce introduite dans un écosystème. On peut parler de tsunami, évidemment, et on peut parler de la chute d'une météorite. Encore une fois, parlez-en à nos amis dinosaures. Au niveau des humains, eh bien, les humains vont avoir évidemment une grande influence au niveau de nos écosystèmes parce qu'on a tendance à s'établir et à s'étendre. Donc, qu'on parle d'exploitation minière, parce que l'exploitation minière va évidemment changer les éléments du sol pour la simple et bonne raison que souvent les résidus miniers sont placés à l'extérieur de la mine, évidemment, et vont changer globalement la composition au niveau des éléments du sol. On peut parler de la coupe forestière, évidemment, de l'introduction d'un contaminant, donc que ce soit volontaire ou non. Soit dit en passant, je m'arrête une seconde juste pour vous expliquer ce qu'est le lexivia, le dernier mot qui est introduit là-dedans. Dans le fond, le lexivia, c'est un mot scientifique pour parler du jus de vidange. Donc, quand on va avoir un dépotoir, eh bien, tout le liquide qui va se faire à la suite de la décomposition des éléments de notre dépotoir, c'est ce qu'on appelle le lixivia, et ça peut contaminer une nappe phréatique ou ça peut contaminer des lacs ou des rivières. On peut parler de l'introduction de nouvelles espèces, encore une fois, que ce soit volontaire ou non. Donc, dans certains cas, on a dit, pour éviter l'épandage de pesticides, on va utiliser des insectes qui se nourrissent des insectes nuisibles, ou on va utiliser les prédateurs qui vont se nourrir des insectes nuisibles pour régler le problème. Mais dans certains cas, ça a eu des effets vraiment néfastes au bout de la ligne parce que les nouvelles espèces ont carrément écrasé les anciennes et ont eu des fois des impacts qui n'étaient pas prévus. Mais parfois, ces introductions-là se font malgré nous, donc que ce soit des animaux qui voyagent, ou des insectes plus souvent, qui voyagent avec des marchandises sur des bateaux, des avions ou peu importe. Donc, ils vont migrer vers une nouvelle zone alors que c'était pas prévu qu'ils le fassent. On peut parler de barrages hydroélectriques, évidemment, qui vont inonder des grands territoires, de développement urbain. Donc, évidemment, quand je passe d'une forêt à une ville, c'est très différent pour la faune et la flore qui y habitent. On peut parler d'incidents nucléaires, comme à Tchernobyl, où est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose, un impact majeur au niveau des écosystèmes environnants. On peut parler de la pollution atmosphérique, du réchauffement climatique. On peut parler d'acidification des océans, donc les plus acides qui vont avoir tendance à acidifier les océans, ce qui désagrège les récifs coralliens, entre autres. Donc, il va avoir un grand impact sur eux. Et comme on l'a vu dans les dernières capsules, les récifs coralliens, c'est le poumon de notre planète, donc c'est lui qui nous permet de retirer le CO2 de l'atmosphère. Et avec l'acidification des océans, ce qu'on se rend compte, c'est que les récifs coralliens sont en moins bonne posture, donc sont de moins en moins en santé. Finalement, on peut parler évidemment de la prolifération d'algues. Donc, à des moments où est-ce qu'on veut avoir un beau gazon vert sur le bord de notre chalet, sur le bord de notre lac, et on se rend compte que, c'est drôle, il y a plus d'algues dans le lac. En fait, c'est simplement que l'ensemble des engrais qu'on va avoir mis aux alentours ou des fosses septiques qui peuvent être défectueuses va amener trop d'éléments nutritifs au niveau des plantes à l'intérieur du lac, et la prolifération des algues vont créer des problèmes d'eutrophisation de nos lacs. Et évidemment, on peut parler de surpêche, qui est aussi une activité humaine qui nuit aux écosystèmes. Je vous ai mis quelques photos juste pour vous représenter certains problèmes qui sont présentement d'actualité. Donc, vous pouvez penser par exemple à tout ce qui s'est passé à Tchernobyl. Donc, on se rend compte dernièrement, donc dans la dernière année, qu'il y a eu des feux de forêt importants dans la région de Tchernobyl et dans les forêts environnantes. Donc, évidemment, ces feux de forêt-là peuvent causer des problèmes considérant que la matière radioactive peut rester radioactive très, très, très longtemps.
On peut parler aussi de tout ce qui concerne les inondations, ouragans et compagnie, les feux de forêt. On peut parler aussi, et là, je vous parle de quelque chose qui est vraiment d'actualité et qui est très peu connu, mais au niveau des insectes qui ont introduit des nouveaux écosystèmes, on peut parler de l'abeille que vous voyez ici. Donc l'abeille, vous voyez la petite tache qui est sur son dos, c'est ce qu'on appelle le varroa destructor. C'est un parasite en fait qui va attaquer l'abeille et qui, tous les apiculteurs connaissent très bien ce problème-là parce que ça peut carrément décimer une ruche. Donc, ça nuit énormément aux abeilles, mais on peut parler aussi de la maladie de Lyme. Donc, vous voyez la petite tique à gauche de l'abeille. Vous pouvez parler des introductions des scarabées japonais et des coccinelles asiatiques qui ont envahi carrément le territoire ici dans les dernières années, ou du roseau commun, qui est en fait une plante qui est aussi très envahissante et qui est en train de d'éliminer nos plantes à nous. Et finalement, celui qui nous a causé tant de problèmes en 2020, évidemment, on peut parler des maladies qui peuvent s'introduire. Et en haut à droite, vous avez le coupable de cette pandémie, donc le virus du COVID-19. C'est donc ce qui met fin à cette dernière capsule dans le cadre du cours SCT 4062. J'espère que l'ensemble des capsules vous ont été utiles pour vos examens. Je vous souhaite le meilleur succès dans vos examens. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.